Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va étudier aujourd'hui, en fait, je vous propose d'étudier précisément ce qui est tombé dans le cadre du DCG lors de la session 2015 et plus précisément, particulièrement, on va dire, la matière d'unité d'enseignement 1, introduction au droit, qui requiert en fait des rudiments, on va dire, une méthodologie si particulière dans le cadre de l'examen qui vous est demandé d'appliquer. Et également de connaître naturellement le cours et concernant en fait le commentaire de documents, c'est véritablement l'arrêt de la Cour de cassation, la lecture, en tout cas son appréhension qui va vous permettre justement de répondre aux différentes questions. Alors sur le dossier 1, la situation pratique, vous aviez en fait un énoncé de 14 points, donc inutile de vous dire qu'il faut répartir le cadre temporel en fonction du nombre de points qui, pardon, excusez-moi, qui est alloué dans ce cadre. Dans la question, c'est sur 2,5 points, donc même chose, il faut parfaitement connaître le cours. Et je dirais même plus, il y en a certains qui répondent des fois hors sujet dans le cadre de cette question pour la simple raison, c'est qu'il y en a qui n'arrivent pas à quadriller le cours et qui n'arrivent pas en fait à apprendre le plan pour pouvoir quadriller le cours et permettre de répondre plus précisément à la question posée. Et sur le dossier 3, c'est effectivement le commentaire document sur 3,5 points. Alors concernant l'énoncé 1, on vous demandez, ça apparaît à l'écran, vous avez un énoncé 1, vous avez M. Charles Adler qui a créé une épicerie de fine qui décède et son fils Jacques reprend le commerce qu'il exploite sous l'enseigne L'Île aux Saveurs. Sa mère Suzanne, elle a conservé l'usufruit, ça doit déjà vous faire tilt, l'usufruit, c'est l'usus et le fructus, et son fils Jacques étant nu copropriétaire, c'est ce qu'on appelle l'abusus, puisqu'en fait il est nu propriétaire, il a éventuellement le pouvoir de vendre la dite maison. Elle doit faire face à de nombreux travaux dans la maison, il lui faut donc trouver des financements, et elle envisage même de vendre la maison. C'est apparu naturellement à l'écran, et vous avez Suzanne Elder, peut-elle vendre la maison? Alors on vous demande systématiquement de respecter en fait le formalisme imposé dans le cadre de l'examen, c'est-à-dire toujours systématiquement dans un petit 1 la question de droit ou à tout le moins le problème juridique. On peut noter par exemple comme problème juridique quelles sont les prérogatives du nu propriétaire. Et après en fait qu'on a posé notre question, vous devez appliquer stricto sensu la règle de droit. Vous avez en fait, selon l'article 544, alors ça apparaît à l'écran naturellement, l'article 544 du Code civil, la propriété a le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue. Elle réunit 3 prérogatives. Vous avez naturellement l'usus, vous avez le fructus et l'abusus, étant entendu que l'usus, c'est le pouvoir, en fait, le droit de se servir de la chose, d'en user, d'user de la chose. Le fructus, c'est le droit de le faire fructifier, de faire fructifier la chose. Par exemple, à titre liminaire, le pouvoir de louer, on va dire. Et vous avez l'abusif, c'est le droit d'en disposer et par exemple, naturellement, de le vendre. Donc, une fois que vous connaissez cela, vous pouvez répondre, par exemple, à une implication en l'espèce. Vous pouvez rajouter éventuellement ce qui est apparu à l'écran, qu'il peut y avoir en fait une sorte de démembrement du droit de propriété en usufruit et en nue-propriété. Et que dès lors que c'est bel et bien Suzanne Elder qui détient en fait l'usufruit, elle n'a pas le pouvoir de vendre la maison, elle ne peut pas vendre la maison puisqu'en fait seul son fils Charles, nu propriétaire, pourrait le faire, est habilité à le faire, et pour cause parce qu'en fait, si vous voulez, c'est Charles qui est nu propriétaire et qui dispose de ce pouvoir d'abusus qui est fondamental dans ce cadre pour pouvoir vendre. Alors vous avez vu, c'est apparu à l'écran, regardez bien la méthodologie. 1, le problème juridique, 2, la règle de droit, et 3, l'application à l'espèce. Systématiquement, il faut faire ça. Éventuellement, vous pouvez conclure, pour ceux qui veulent rapprocher la perfection, ce n'est pas nécessaire. C'est déjà bien de faire cela. C'est peut-être encore mieux de conclure, mais vous faites, là en l'espèce, on a fait en fait un cas relativement classique puisqu'on a appliqué en l'espèce et on a conclu en même temps puisqu'on a dit
répondu à la question posée, qui considérait notamment que Suzanne Elder ne pouvait pas vendre la maison. Alors, dans l'énoncé 1-2, vous aviez également Jacques Edler, ça apparaît à l'écran, en tout cas l'énoncé. Il envisage d'aider sa mère pour financer les travaux. Il doit faire un crédit, mais sa banque exige une garantie. Attention, ça doit vous faire tilt. Les garanties, c'est quoi? C'est les sûretés. Ça renvoie à la notion de sûreté. Il est propriétaire de son fonds qui est évalué à 150 000 euros, se décomposant ainsi. Alors, vous avez le clientèle, stock de marchandises, matériel pour différents montants. Il n'en demeure pas moins que la question est quand même assez intéressante. Bon, c'est pas trop grave si vous ne le notez pas, mais c'est ce que je vous propose de voir dès à présent, en tout cas une proposition de correction. La question de droit, même chose. Jacques peut-il utiliser le fonds de commerce? On vous demande pour obtenir ce crédit. À quelles conditions? Le problème juridique, c'est naturellement, est-ce qu'on peut utiliser un fonds de commerce? Peut-il servir, si vous voulez, d'assiette pour constituer une garantie? Ça apparaît à l'écran, le problème juridique. Les règles de droit, vous pouvez par exemple dire, alors vous allez avoir en fait toutes les spécificités des garanties qui peuvent être accordées aux créanciers. Ça peut être des sûretés réelles, naturellement, mais également des biens incorporels, comme en l'état, en cas de nantissement du fonds de commerce. Et on va vous demander en fait, naturellement, d'appliquer ce que l'on appelle les conditions de fond, et les conditions de forme. Ça va apparaître les conditions de fond à l'écran. Alors, je ne vais pas tous les citer en l'état, mais vous comprenez en fait le principe, c'est que les règles générales, on applique au nantissement du fonds de commerce toutes les règles générales concernant la validité des contrats de droit privé. Je pense notamment à l'article 1108 du Code civil, c'est-à-dire que vous savez très bien que pour effectuer en fait un nantissement au fonds de commerce, il faut que le cadre contractuel soit respecté et notamment que l'article 1108 du Code civil il soit en fait manifestement respecté. Je vous rappelle l'article 1108, ce n'est pas la peine de l'apprendre. Vous avez la capacité, naturellement il faut savoir s'il a la capacité, ce n'est pas la peine de le noter, mais vous pouvez le noter à titre liminaire juste pour vous, capacité, consentement éventuellement s'il est vicié, objet et la cause dans ce cadre-là. Ce contrat, en fait, comme dans tous les gages, ce contrat ne peut engager qu'un bien, c'est-à-dire que le débiteur peut disposer dont il est propriétaire, ne peut engager qu'un bien dont il est propriétaire et pas seulement l'exploitant. D'accord ? Et vous avez à côté de cela l'assiette du nantissement, c'est-à-dire son objet sur lequel il porte un fonds de commerce. Et concernant l'assiette, attention, il y avait à mon humble avis un piège, c'est que tous les éléments du fonds ne sont pas concernés. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure en fait qu'il y avait également la clientèle, me semble-t-il, le non commercial, le mobilier. Vous avez la clientèle qui était pour 85 000 euros, le stock de marchandises pour 25 000 euros et les matériels pour 40 000 euros. D'accord ? Donc on va descendre également et vous avez très bien vu que la clientèle est concernée par tous les éléments de ce fonds ne sont pas concernés. Vous avez toute une série, c'est noté, je ne vais pas tous les énumérer, mais il n'en demeure pas moins que si l'accord des parties n'indique pas précisément les éléments nantis, le nantissement ne comprend que la clientèle et l'achalandage, l'enseigne et le non commercial, par exemple, le droit au bail, mais dans tous les cas sont exclus les marchandises qui ne font pas partie des biens susceptibles d'entrer dans l'assiette du nantissement. Ça, c'est important, vous pouvez le noter, ce n'est pas trop grave si vous êtes trompé, mais manifestement, les marchandises en sont naturellement, n'entrent pas dans ce champ d'application, on va dire, correspondant à l'assiette du nantissement. Alors, concernant les conditions de forme, la question est assez difficile, en tout cas, elle nécessite une parfaite connaissance, à mon sens, du cours. C'est que vous avez un caractère formel du nantissement, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le nantissement doit être obligatoirement écrit. Alors, il peut être rédigé par acte authentique ou par acte sous seing privé, et contenir en fait dans le dit écrit des mentions obligatoires nécessaires à la publicité de l'acte, notamment des informations sur le fond et sur le nantissement. Vous avez également, dans le cadre des conditions formelles, les conditions de fond, vous avez la publicité du nantissement, c'est-à-dire que dans les 15 jours, le contrat doit être inscrit au registre spécial, on va dire, inscrit au registre spécial au sein même du greffe du tribunal de commerce.
Et la sanction qui est attachée à cela, la sanction de l'inexécution des règles formelles, c'est que l'acte de nantissement, s'il n'est pas écrit, il est frappé de l'nullité, de caducité si vous voulez, il est caduc, il est nul et non avenu, c'est-à-dire qu'il doit être obligatoirement écrit, et il en est de même naturellement si en fait vous avez omis, s'il est omis en fait, si la personne a forcément omis à procéder à une omission d'inscription au greffe du tribunal de commerce. Et dans les deux cas, il s'agit d'une nullité absolue qui est susceptible d'être invoquée par tout intéressé. Et dans un petit 3, on étudiait en l'espèce Charles Edler, étant propriétaire du fonds, celui-ci peut parfaitement faire l'objet d'un nantissement. Cependant, seule la clientèle, c'est-à-dire les 85 000 euros et les 40 000 euros et le matériel, c'est-à-dire 125 000 euros au total, seront prises en compte par le banquier pour calculer la valeur du bien, garantissant le crédit. Et j'attire votre attention, c'était un piège, c'est pas trop grave si vous avez oublié. Je pense pas que vous soyez énormément pénalisé, mais retenez bien que le stock de marchandises ne s'intègre pas dans ce cadre-là, dans l'assiette de nantissement. Les stocks de marchandises sont à éliminer pour la prise en compte de la garantie par le dit banquier, par l'établissement bancaire en question. Et par ailleurs, on peut rajouter que les conditions de forme et de publicité devront naturellement être respectées. Alors sur l'énoncé numéro 1.3, vous avez hélas Suzanne Edler, alors ça c'est relativement classique, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça doit vous faire tilt directement, excusez-moi d'insister. Vous avez l'article 1123 du Code civil, 1124, je vous renvoie. Et me semble-t-il, 488 du Code civil, donc 1123, 1124, 488 du Code civil, me semble-t-il, où effectivement il est énoncé brièvement, ou plutôt relativement, assez précisément, le régime des dites incapacités, c'est-à-dire, je vous ai dit, quand vous avez des conditions de validité du contrat, vous devez avoir normalement la capacité, et vous avez vu déjà que Madame Edler est atteinte d'une maladie Alzheimer, que l'on dit justement, qu'on l'on rajoute, ça apparaît à l'écran, naturellement l'énoncé, qu'elle ne connaît pas, en fait, qu'elle n'arrive pas à savoir en fait les mots qu'elle dit, la signification des mots, à se rappeler de la signification des mots. Elle a une altération, ce qu'on dit plutôt plus précisément, de ses facultés mentales. Elle sort souvent elle se perd chez elle, peu importe, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une altération des facultés mentales. Et Jacques, qui est très inquiet, et on le comprend, qui souhaite la placer sous tutelle. Alors, la question qui se pose, c'est que ce régime de protection vous paraît adapté à cette situation. Mais on va appliquer, ça apparaît à l'écran, l'énoncé 1.3 et la question. Et je vous propose de voir dès à présent le petit 1, le problème juridique. Alors, le problème juridique, naturellement, c'est le phénomène des incapacités des majeurs. C'est-à-dire, quel régime de protection des majeurs doit-on retenir en cas de grave altération des facultés mentales? C'est la question qui se pose. Et la règle de droit, naturellement, ça va apparaître à l'écran. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on énonce le régime, le dit régime, d'un point de vue général, c'est-à-dire que les majeurs dont les facultés personnelles sont atteintes par la maladie, par exemple, ou le grand âge, font l'objet, peuvent faire l'objet d'une mesure de protection qui entraîne leur incapacité juridique, qui renvoie à l'article 1124 et 488, me semble-t-il, du Code civil, et que les régimes d'incapacité diffèrent selon la gravité de l'altération des facultés mentales ou corporelles dans ce cadre-là, qui sont de nature à empêcher à avoir un consentement, à empêcher d'avoir un consentement intègre, je dirais. C'est-à-dire que il est de nature à empêcher l'expression même de la volonté. Et la conséquence qui est attachée à cela, c'est qu'effectivement, on peut éventuellement annuler ces formes de cadre contractuel selon les cas, et plus précisément, naturellement, dans le cadre des tutelles. Alors, ça dépend, à titre liminaire, de ce qu'on appelle des actes de disposition, ou voire même des actes d'administration, mais en tout cas, disposition, administration, acte de la vie courante. Acte de la vie courante, c'est peut-être pas annulable,
pas forcément en tout cas. Mais en revanche, les actes de disposition et les actes d'administration, surtout les actes de disposition, hein, je vais en parler dans ce cas-là. Alors, on pouvait énoncer, ça apparaît à l'écran, hein, la sauvegarde de justice, la curatelle à titre liminaire, mais surtout ce qui est important, c'est de noter, ça apparaît à l'écran, hein, c'est que la tutelle est un régime de représentation des majeurs hein, qui sont atteints d'une altération des facultés mentales, des troubles mentaux ou physiques les plus graves, et que les incapables sous tutelle sont assimilables à des mineurs, puisque hormis les actes de la vie courante, ils ne peuvent pas personnellement, on va dire, passer de contrat. Il est certain que si c'est pour, par exemple, acheter une baguette de pain, vous doutez bien que ça peut en fait faire partie dans les actes de catégorie de la vie courante. Hein. Et en l'espèce, Suzanne Elder, elle est atteinte de la maladie, on va appliquer en fait le petit 3, hein, toujours la même hiérarchie, hein, question, application à l'espèce et en l'espèce. Hein. Suzanne Elder est atteinte de la maladie d'Alzheimer. On peut dire que les signes d'altération et de ses facultés sont graves, hein, sont nettement graves, hein, sont frappés d'une extrême gravité, je dirais même plus, et que le régime juridique de la tutelle est parfaitement adapté à la nécessité d'organiser sa représentation hein, sur la scène juridique, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, là, dans ce cadre précis, hein, vous avez la tutelle qui est finalement au fond un régime parfaitement adapté en la circonstance et eu égard l'énoncé qui l'évoquait en tout cas très nettement. Dans un énoncé de petit 1 du 4, hein, on vous disait encore que Suzanne Elder est placée finalement sous tutelle. Vous avez vu, hein, je vous le répète, hein, essayez de vous imaginer, vous regardez un 3, après un 4, ceux qui ne savent pas répondre à la question, ils voient le cheminement, ils se disent, bon, le régime, ça sous-entend que le régime de Madame Elder est placé sous tutelle. Vous ne regardez pas que la question 1-3, vous ne bloquez pas sur la question, vous regardez un petit peu et ça peut vous donner le chemin, en fait, le cheminement vers lequel l'éducation nationale veut vous amener pour pouvoir en fait, voir en fait, si les notions ont été effectivement acquises, comprises et assimilées. Hein. Alors, Suzanne Elder, ça va apparaître à l'écran, excusez-moi de cette parenthèse, elle est effectivement placée sous tutelle, hein, Jacques est son tuteur, et quelques mois plus tard, profitant de son départ en vacances, elle a réalisé des dépenses apparemment inconsidérées, hein, c'est-à-dire des vêtements incrustés de diamants pour ses chiens. Hein. Alors, la question qu'on se pose, hein, déjà ça doit vous faire tilt, elle est placée sous tutelle, elle contractualise seule, peut-elle contractualiser, qui plus est, avec des dépenses inconsidérées pour l'achat de vêtements incrustés de diamants pour ses chiens, hein, pour des dépenses manifestement inconsidérées et qui plus est onéreuses. Alors bon, je ne rentrerai pas dans le cadre de la lésion, hein, mais je vous invite peut-être à regarder en fait à titre liminaire hein, pour vous parfaire la lésion qui s'applique également aux immeubles et à l'état des personnes. Et là, en fait, vous avez cet achat peut-il remis en cause, le problème juridique, quelle est la sanction d'un acte juridique accompli par un majeur incapable sous tutelle, c'est la question de droit qu'on peut se poser. Ça apparaît à l'écran, à l'énoncé, et juste en dessous, vous avez le petit 1 du 4 et le problème juridique naturellement. Et il va apparaître également la règle de droit et l'espèce que l'on va directement appliquer en l'espèce. Hein. Et hormis les actes de la vie courante, on peut dire que les actes juridiques qui intéressent un majeur sous tutelle, qu'il s'agit d'actes d'administration ou comme je vous l'ai dit, d'actes de disposition, doit être accompli hein, par le tuteur. Hein. C'est normal, il y a des actes d'administration, des actes de disposition. Ils ne doivent pas être appliqués par la personne, hein, justement, pour pouvoir le protéger hein, des dépenses inconsidérées et pouvoir en fait, amener en fait, à ce qu'on appelle une meilleure justice contractuelle, hein, je dirais. Hein. Vous savez, je ne m'étendrai pas sur Fouillé, qui dit contractuel dit juste, hein, sur certaines théories en la circonstance ou en la non-circonstance, mais il n'en demeure pas moins que les actes d'administration et de disposition doivent être accomplis par son représentant, c'est-à-dire le tuteur. Et à défaut, ces actes sont nuls de plein droit, hein, c'est-à-dire qu'ils encourent en fait la nullité par décision de justice à la demande naturellement du tuteur et non pas, attention, de l'incapable. Hein. Alors, on parle d'incapable hein, en droit, hein, ça veut dire tout simplement que la personne a manifestement une altération en l'état, notamment dans ce cas si précis de ses facultés mentales. Et en l'espèce, le contrat conclu par Suzanne Elder ne constitue pas un acte de la vie courante. Je viens de vous le dire,
car bien que ce soit un simple achat de vêtements pour chien, attention, hein, si c'est on achète un petit pelage ou un petit jouet pour faire sauter une balle, le chien, vous comprenez bien qu'on ne va pas remettre en question cet acte, il rentrerait dans la catégorie des actes de la vie courante, hein, puisque un chien, à la limite, le chien peut s'amuser avec la balle, mais il n'en demeure pas moins que finalement, au fond, on peut très bien, on s'imagine bien que le coût de la dépense est tel qu'il apparaît comme un acte grave, qui est en fait à intégrer, si vous voulez, dans les actes de disposition, hein, et que ce contrat est nul. Et il suffit au tuteur de saisir la justice pour en demander l'annulation rétroactive. Alors, on va faire le petit énoncé du 1.4. Hein. Vous avez Jacques Edler, ça apparaît à l'écran, hein, qui achète en fait, il installe une chambre froide. Hein, il s'aperçoit à bref délai, hein, au bout de 2 mois, que la chambre froide connaît non seulement de nombreuses défaillances, mais qu'elle occasionne, qui plus est, des pertes de marchandises. Ça doit vous faire tilt, je vous l'ai dit. Vous avez Jacques Edler qui contractualise, ça doit vous faire tilt. Il perd des marchandises, donc il y a perte de marchandises. Qui dit perte de marchandises dit éventuellement préjudice. Éventuellement, on peut parler d'une certaine défectuosité du contractuel que, en fait, finalement, au fond, l'installateur de la chambre froide aurait manifestement aurait mal exécuté, ou en tout cas le cadre contractuel, hein, qui aurait une défectuosité contractuelle de sa part. On peut en fait le laisser penser, à condition bien sûr que Jacques Edler puisse éventuellement prouver ces éléments. Alors, quelle action Jacques Edler peut-il entreprendre, hein, que peut-il demander, hein? Eh bien, la question est simple, hein, c'est que le problème juridique, c'est effectivement ce que l'on appelle quelles sont les suites possibles de la révélation d'un vice de la chose vendue. Problème juridique. Même chose, règle de droit, ça apparaît à l'écran, donc l'énoncé apparaît à l'écran. La question également, le problème juridique. Et dans le cadre de la règle de droit, hein, vous avez, il existe en fait une protection juridique, hein, de l'acheteur qui est insatisfait du bien, hein, ça apparaît à l'écran, hein, qui lui a été livré. Et que, en fait, c'est naturellement ce que l'on appelle la garantie légale des vices cachés, hein, qui est fondée sur l'article 1641 du Code civil, hein, c'est noté d'ailleurs, et le vendeur est tenu de réparer les vices cachés, c'est-à-dire ceux de l'acheteur, hein, parce que dès lors que l'acheteur n'était pas au courant, dès lors qui plus est qu'il ne pouvait pas surtout déceler cela, en fait, ces vices cachés au moment du contrat, hein, dès lors que, si vous voulez, la chose vendue doit présenter un grave défaut, hein, qui la rende impropre à l'usage, hein, et qui diminue sensiblement, en tout cas, la valeur, au point que la vente n'aurait pas, que le concontractant n'aurait pas, en l'espèce l'acheteur, n'aurait pas, c'est ce qu'on appelle une condition essentielle, hein, du contrat, c'est-à-dire sans laquelle il n'aurait certainement pas contracté, il pourrait éventuellement demander effectivement l'annulation du contrat, hein. Et qui plus est, où ce serait peut-être conclu, hein, s'il avait été informé au préalable, hein, acheté en l'état, hein, si le vice a été connu de l'acheteur, ce qui n'est pas le cas, hein, apparemment. Et ce défaut doit avoir été non apparent, hein, au moment du contrat, et l'ignorance du vice par le vendeur n'étant pas une cause d'exonération de la garantie, hein, ce défaut doit avoir été non apparent au moment du contrat, il est non apparent, hein, donc forcément, hein, la conséquence qu'attache là, c'est que vous pouvez demander comment dirais-je, ce défaut doit avoir été non apparent, et qui plus est, le fait en fait que le vendeur ignorait le vice en l'état, hein, ne constitue pas une cause d'exonération de la garantie de la chose, hein. C'est fondamental, ça, c'est-à-dire que le vendeur n'a pas invoqué le fait qu'il n'était pas au courant, hein. Vous imaginez bien qu'on ne va pas commencer à s'amuser à invoquer l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, hein, sur les conventions doivent être exécutées de bonne foi, hein. Excusez-moi, hein, voilà, cette parenthèse étant faite, hein, c'est le tribunal qui va apprécier, hein, qui va avoir en fait une forte appréciation, hein, de l'existence du vice caché, ainsi que la validité du mode probatoire opéré, c'est-à-dire la validité des preuves rapportées par l'acheteur. Et naturellement, hein, vous avez un délai de prescription qui est de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Vous voyez, hein, bon, là, et vous avez, pour répondre de manière plus précise à l'acheteur, pour répondre à la deuxième question, les options de l'acheteur, hein, il dispose soit d'une action en résolution de la vente, c'est-à-dire que soit il opte pour une action dite estimatoire, hein, par laquelle il va demander simplement une diminution du prix, d'accord, soit il va pouvoir naturellement, il va pouvoir éventuellement, il entend une action rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il va demander une résolution de la vente, soit il adopte une action estimatoire, hein, il demande simplement une diminution du prix. Et en cas de mauvaise foi du vendeur, une demande de dommages et intérêts est toujours possible. Hein. Et la jurisprudence, notamment, hein, la Cour de cassation, admet que l'acheteur puisse se contenter simplement de la réparation du bien sans que le vendeur puisse lui imposer cette solution de façon unilatérale. C'est-à-dire qu'attention, c'est important, c'est l'acheteur qui dispose de ce droit optionnel, on va dire, d'avoir affaire justement à différentes actions qui lui sont attribuées, hein, à lui-même et non pas au vendeur. Hein. Vous comprenez bien que c'est dans le cadre également d'une meilleure justice contractuelle. Hein. Et vous avez également, hein, les dommages. On va pouvoir donner directement des dommages, hein, consécutifs au vice caché. Hein, ça apparaît à l'écran. Hein. C'est une obligation du vendeur, hein, et que l'acheteur peut invoquer ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle pour réclamer des dommages et intérêts, hein, destinés à réparer le préjudice auquel il aurait personnellement souffert, hein, si vous voulez. Hein. Et on va rajouter en l'espèce, hein, que ça apparaît à l'écran naturellement, hein, le grand trou en l'espèce. La chambre froide, vous avez vu qu'elle connaissait des défaillances, hein, qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, et que Charles Edler peut donc choisir, hein, c'est ce que je vous ai dit, que vous avez en fait l'acheteur qui dispose d'un droit d'optionnel. Le Code civil en fait propose à l'acheteur qui aurait en fait éventuellement souffert d'un préjudice de choisir entre différentes composantes, entre différentes actions, soit de se voir restituer le prix de la dite chambre froide, soit d'obtenir une diminution, soit de la faire réparer tout simplement, et que les délais pour agir n'étant pas écoulés, il pourra éventuellement effectuer une action en justice. Hein. Et pour les marchandises perdues, hein, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, vous avez peut-être oublié, hein, j'espère qu'en tout cas, je ne suis pas frappé d'amnésie, me semble-t-il, mais je vous ai dit, pour les marchandises vendues, il suffit d'établir le lien de causalité entre les pertes et la défaillance du bien vendu pour être indemnisé de ce dommage, hein, parce qu'il a perdu des marchandises. Vous doutez bien qu'il y a un préjudice, hein, qu'il y a naturellement une faute, hein, de la part apparemment du vendeur, et qu'il va falloir naturellement, sous réserve probatoire, hein, en matière de preuve, qu'il fasse éventuellement appel à un expert, hein, pour y voir en fait sa demande, trouver en sa demande une forme de prospérité. Voilà. Hein. On va faire l'énoncé 6. Hein. Vous avez Charles Edler. Ça apparaît à l'écran, hein, qu'il y a une épicerie qu'il a exploitée pendant 3 ans. Alors, vous avez vu, hein, notamment, j'ai mis après l'avoir exploité pendant 3 ans, hein, donc il a bien exploité pendant 3 ans. C'est très important pour le sujet et on va le voir, c'est ce que je vous propose de voir dès à présent. Hein. Vous avez, en fait, il est en mesure d'assurer, il n'est plus en mesure d'assurer simultanément la gestion des deux commerces. Hein. Il souhaite signer un contrat de location-gérance pour une durée de 5 ans concernant cette boutique. Et la question qu'on vous pose, c'est que les conditions pour mettre ce fonds de commerce en location-gérance sont-elles remplies? Petit 1, même chose, problème juridique. Les conditions légales permettant la mise en location-gérance d'un fonds de commerce, hein, c'est effectivement le problème juridique qui est exposé en l'état, hein, c'est-à-dire comment mettre un bien en l'état, le commerce en location-gérance, hein, un fonds de commerce plus précisément. Et la règle de droit, c'est que en fait, il y a des conditions de formalisme. Hein, c'est que, outre ces conditions, c'est que la location-gérance d'un fonds de commerce impose le respect de certaines conditions, je dirais, de fond, hein, dont l'une tient, si vous voulez, à l'exploitation préalable du fonds par le loueur. Hein, et que la loi prévoit notamment que la location-gérance ne peut intervenir qu'après une exploitation de fonds d'au moins 2 ans par le loueur. La durée de la location, le contrat de location-gérance, lui, il peut être effectué à durée indéterminée ou à durée déterminée, ça apparaît à l'écran, hein, les parties étant libres en l'état, hein, de fixer le délai, mais il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, Jacques
Edler a procédé à l'exploitation personnelle de son fonds de commerce durant 3 années, que cette condition d'antériorité est donc remplie parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un délai, me semble-t-il, de 2 ans, donc qui est dépassé, et que quant à la durée du contrat, quant à la durée de 5 ans, elle est tout à fait légale, puisque je viens de vous dire notamment qu'il n'y a pas besoin en fait, de contrat déterminé ou indéterminé, mais il n'en demeure pas moins que là, en l'état, elle reste naturellement légale. Alors, concernant l'énoncé numéro 7. L'énoncé numéro 7, on vous disait que le locataire gérant, Armand Dessau, qui s'est investi dans le développement de l'activité du fonds, et qui avait notamment un cadre qui était dans un cadre de location-gérance, qui était locataire gérant, et vous avez Jacques Adler, naturellement, qui préfère opter pour une personne pour louer, en fait, pour procéder à une location-gérance à un membre de sa famille, en l'état plus précisément à son cousin. Et Arnaud Dessau, lui, souhaite exiger une indemnité du fait du non-renouvellement du contrat de location-gérance et de l'accroissement de la valeur du fonds. Et attention, on vous demandait, Arnaud Dessau peut-il demander une indemnité au terme du contrat? Le problème juridique, même chose. Quels sont les droits du locataire gérant au terme du contrat de location-gérance? Ça apparaît à l'écran, les droits du locataire gérant, et vous allez voir qu'il n'a pas trop de droits spécifiquement, puisque vous allez voir, ça apparaît à l'écran, le problème juridique et la règle de droit. Au terme du contrat d'un fonds de commerce, le gérant doit restituer le fonds sans pouvoir prétendre au maintien des lieux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prétendre au maintien des lieux, il ne félicite pas de renouvellement et il n'a pas le droit à une indemnité d'éviction, alors que le locataire gérant répond lui-même éventuellement des dégradations dont il serait responsable. Le propriétaire n'est pas tenu d'indemniser, si vous voulez, le locataire qui aurait en fait apporté une plus-value au fonds. Et en l'espèce, Arnaud Dessau ne peut pas prétendre ni à une indemnité liée au non-renouvellement du contrat, ni à une indemnité fondée pour l'accroissement de la valeur du fonds. Alors, on va voir l'énoncé numéro 1.8. Vous avez, afin de protéger le fruit de son travail, ça va apparaître à l'écran. C'est assez long. Jacques Edler dépose la marque L'Île aux Saveurs à l'INPI, si vous voulez, l'Institut national de la propriété industrielle. Il découvre qu'un concurrent a ouvert une même épicerie, déjà à proximité de l'île. Déjà, ça doit vous faire tilt. Ils sont dans une zone géographique, on va dire, contiguë, ils sont relativement proches, L'Île aux Saveurs. Et 6 mois après l'enregistrement de la marque, quelle action peut prétendre Jacques Adler? Que peut-il demander? Le problème juridique, quelle action est à la disposition du titulaire d'une marque pour en assurer la protection? Donc, il a déposé une marque. Forcément, il a le droit à la dite protection de la dite marque, monsieur Jacques Adler. Et la règle de droit, on évoque que la marque est un signe susceptible de représentation graphique, si vous voulez, qui sert à opérer la distinction, à distinguer les produits ou services d'une personne des produits ou services similaires proposés par ses concurrents. Et la marque de service s'applique naturellement à l'activité de l'entreprise. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tout, parce que c'est assez long. On a fait des écrits relativement longs, mais ce qu'on peut dire, c'est noté en caractère gras notamment, c'est que le titulaire de la marque dispose manifestement d'un droit exclusif de l'exploiter. Il peut donc s'opposer à divers agissements constitutifs de ce qu'on appelle le délit de contrefaçon, dès lors qu'il y a un risque de confusion dans l'esprit du public, de l'usage de la marque ou de l'imitation de sa marque par des produits ou services similaires. Et dès lors en fait, qu'on est dans un cadre concurrentiel, dès lors qu'on a 2 épiceries fines, forcément, une action peut être engagée sur le terrain de la contrefaçon, et qui peut éventuellement se doubler, qui peut être effectuée sous une forme en parallèle avec une action en concurrence déloyale, dès lors que vous avez un risque de confusion qui est de nature à procéder en fait à un préjudice à l'activité commerciale du titulaire de la marque. C'est noté notamment dans ce cadre, c'est naturellement dans ce cas, en fait, si vous voulez, l'action se déroule devant la juridiction de droit privé. Ça peut être notamment le tribunal de commerce. Alors, ça dépend, mais effectivement, normalement, c'est de droit privé et elle vise à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement
naturellement de l'article 1382 du Code civil. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de l'article 1382, c'est la responsabilité délictuelle, puisqu'en fait vous êtes d'accord avec moi que les épiceries n'ont pas, on est en dehors de la sphère contractuelle, puisque forcément c'est un fait juridique, hein, vous avez compris, je vous renvoie à la notion, et que d'autre part, c'est bel et bien le 1382 du Code civil qui dispose notamment tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Hein. Donc attention, hein, et en l'espèce, l'exploitant d'une épicerie fine peut effectivement, qui porte une enseigne qui est phonétiquement identique à la marque de la marque qui est déposée, si vous voulez, par Jacques Edler, commet manifestement, apparemment, une imitation susceptible d'induire en erreur, si vous voulez, les clients. Hein. Jacques Edler, pardon, j'ai plus de voix, peut porter plainte pour engager une action pénale en contrefaçon. Hein. Il peut se constituer partie civile dans le cadre de ce procès, dans le cadre de la procédure. Et il peut notamment obtenir que les juges ordonnent le changement de l'enseigne de son concurrent et que celui-ci soit condamné à verser des dommages et intérêts. Et il peut également, par ailleurs, ou sinon, préférer exercer une activité en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce, que je vous ai dit, et de former les mêmes demandes d'interruption, hein, l'usage de l'enseigne par son concurrent, et d'être indemnisé pour le trouble commercial éventuellement subi par sa structure. Alors, on va voir l'énoncé 1.4. Hein, j'ai commencé à plus avoir de voix. Vous avez toujours soucieux de développer la marque L'Île aux Saveurs. Vous avez Jacques Edler qui s'apprête à signer un contrat avec Altor pour permettre l'implantation de son enseigne dans de nombreux espaces. Ça apparaît à l'écran, hein, et qu'il souhaite éviter le recours au juge en cas de conflit avec Altor. Ça doit vous faire tilt. Hein. Vous avez dû voir notamment la voie de l'arbitrage. Hein. Vous voyez, en fait, toujours regarder bien l'énoncé, souligner, et ça doit vous faire tilt pour savoir directement en quoi, qu'est-ce qu'on vous demande. Hein. Rien qu'avec l'énoncé, on doit, alors je ne vais pas vous dire voilà, être prestidigitateur, hein, d'être un voyant, hein, et de regarder la question, hein, ce n'est pas le but, hein, naturellement, mais c'est véritablement de voir les fondements pour comprendre en fait le système qui est rodé, hein, qui est imposé pour pouvoir vous permettre de répondre au mieux aux différentes questions. Hein. Et quelle est la clause la plus pertinente pour régler les éventuels litiges pouvant survenir concernant le contrat entre Jacques Edler et la société Altor? Ça apparaît à l'écran. Hein. Vous avez le problème juridique. Quelle clause contractuelle permet d'éviter la voie judiciaire en cas de litige portant sur l'exécution du contrat? Et la règle de droit, c'est que l'arbitrage, vous définissez l'arbitrage, hein, il permet aux parties opposées par un litige de recourir, si vous voulez, à une tierce personne, une autre personne, hein, pour qu'elle tranche de leurs différends, hein, et d'éviter en fait le procès. Hein. Le procès et d'avoir en fait une meilleure rapidité en fait dans la décision éventuellement. Le recours à l'arbitrage est organisé par un compromis d'arbitrage, ça apparaît à l'écran. Hein, et ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'il s'agissait naturellement d'une clause compromissoire, hein, c'est-à-dire qu'une clause qui est intégrée a priori, si vous voulez, avant, dans le contrat, insérée soigneusement par écrit ou sinon rattachée à la convention, principale, hein, auquel ce document est lié. Et la règle essentielle, c'est que cette clause n'est valable que dans les contrats conclus en raison d'une activité professionnelle, commerciale ou non, hein, donc une activité professionnelle, et en l'espèce, on a bien les deux parties qui agissent stricto sensu dans une activité, on va dire, professionnelle, et que l'insertion d'une clause compromissoire dans ce contrat est parfaitement légale, hein, et peut répondre à l'attente d'un règlement des litiges alternatifs au conflit. Voilà. Hein. On en a fini avec ce dossier numéro 1. Hein. Je vous propose de faire le dossier numéro 2. Alors, comme vous le voyez, je n'ai pas malheureusement de bouteille d'eau. Hein. En tout cas, je n'ose pas boire à cet instant précis. Hein. Mais c'est vrai que je commence à plus avoir trop de voix. Hein. C'est une parenthèse. Mais il n'en demeure pas moins. Qu'est-ce que je vous propose de voir le dossier numéro 2, la question qui est tombée à l'examen. Alors, on vous posait la question, à quelles conditions la possession permet-elle d'acquérir la propriété d'un immeuble, hein, vous savez très bien, alors je ne sais plus, c'est, me semble-t-il, l'article 2279 du Code civil en fait de meuble, la possession vaut titre. Je ne veux pas voir ça, hein, je ne veux pas voir cet article pour la simple raison,
c'est qu'on parle en l'état d'un immeuble. Hein. Un meuble, ce n'est pas un immeuble, ce n'est pas l'article 2279, c'est simplement en fait, les conditions exigées en fait, pour pouvoir faire en sorte que la possession, d'acquérir la propriété d'un immeuble, hein, l'acquisition de la possession. Et vous avez en fait plusieurs conditions qui sont indispensables. Vous avez petit 1, l'existence du corpus et de l'animus. Hein. La possession doit comporter, je vous le rappelle, 2 éléments, le corpus, l'animus, hein, qui se manifeste plutôt par un caractère, on va dire, une réaction comportementale, un élément intentionnel, si vous voulez. Le fait de se comporter comme si on était le propriétaire. Et le corpus, c'est le fait d'effectuer des actes matériels sur la chose. Et vous avez dans un petit 2 les caractères de la possession utile. Hein, en fait, vous avez plusieurs caractères. Le caractère continu de la possession, hein, ça apparaît à l'écran. Le caractère public de la possession, hein, c'est se comporter, le possesseur doit faire un usage normal et régulier de la chose. Hein, il doit surtout, il doit pas interrompre la possession, hein, le caractère continu naturellement. Le caractère public, c'est le fait de se comporter vis-à-vis du public comme le véritable propriétaire, hein, étant entendu que la clandestinité entre guillemets de la possession, si vous voulez, empêche de produire ces effets de droit. Hein. Vous avez le caractère paisible de la possession, c'est-à-dire que le possesseur doit se comporter en public comme le véritable propriétaire. Et surtout, en fait, qu'il ne doit pas avoir obtenu la chose par recours à la violence. Hein. Toujours cette violence hein, qui apparaît, hein, vous avez vu, notamment dans les vices de consentement, hein, ça apparaît également là, hein, violence, on va dire, physique hein, ou violence morale, ou éventuellement, bon, c'est une parenthèse, violence parfois économique, qui peut effectivement être admise dans certains cas précis hein, par les plus hauts magistrats français. Vous avez le caractère paisible, le caractère non équivoque hein, de la possession. Hein, je vous renvoie aux écrits hein, dans ce cadre. Et vous avez la prescription, ça c'est important également de le noter. La prescription acquisitive, c'est qu'en matière d'immeuble, la prescription acquisitive est de 30 ans, hein, que quel que soit le possesseur, hein, qu'il soit de bonne foi ou de mauvaise foi, cette prescription est effectivement de 20 ans. Hein. Il y a des cas particuliers, hein, je ne vais pas miser à pesantir, ça apparaît à l'écran, les cas particuliers. Et on va en fait procéder enfin au dossier numéro 3, le commentaire de document. Alors, on avait un commentaire de document hein, qui est un cas relativement classique. Hein. On va descendre, le commentaire en entier va apparaître à l'écran. Hein. Alors, on va remonter un petit peu. Hein. On va remonter un peu. Hein. Énoncer un annexe 1. Vous avez la Cour de cassation, un arrêt de la Chambre commerciale du 13 janvier 2015. Et on vous donnait, en fait, vous avez 3 attendus. Hein. Donc, le premier attendu, attention, c'est le rappel des faits. D'accord ? Rappel des faits. Deuxième attendu, déjà, vous le voyez déjà, vous avez dans l'arrêt de la Cour de cassation qui apparaît à l'écran, il y a marqué Cassia nu. Donc c'est un arrêt de la Cour de cassation et qui plus est, et plus précisément, un arrêt de cassation. D'accord ? Jusque-là, ça va. Alors, dans la technique qu'on va vous demander, c'est simplement, vous avez dans le premier attendu, hein, attendu selon l'arrêté attaqué, ça apparaît à l'écran le premier attendu, hein, selon l'arrêt attaqué. Vous avez vu notamment qu'on vous dit justement qu'il s'agit en fait qu'il y a une mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2009 de la société S, que M. Roussel, liquidateur, hein, a signé en paiement l'insuffisance d'actifs. Hein. Et vous avez en fait qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, vous avez en fait un problème juridique hein, qui apparaît entre une société et le liquidateur, hein, parce qu'en fait, on a procédé, on a assigné en paiement pour insuffisance d'actifs, hein, monsieur C, qui est ancien dirigeant ayant cessé ses fonctions. Donc vous avez en fait, si vous voulez, excusez-moi, vous avez dans le premier attendu le rappel des faits, toujours. D'accord. Dans le deuxième attendu, qu'est-ce qui parle ? Ben, je dirais, la cour d'appel, puisque dans le deuxième attendu, c'est celui qui a tort, qui énonce son argumentation, on va dire, l'argumentation litigieuse que n'approuve pas la Cour de cassation. Donc, dans le deuxième attendu, vous allez avoir
comment dirais-je, dans l'arrêt en fait, qui est effectué par la Cour de cassation, dans le deuxième attendu, c'est la partie qui a tort qui énonce sa motivation, hein, et en l'espèce, vous avez très bien compris que si la Cour de cassation casse l'arrêt, c'est que forcément c'est la Cour d'appel qui parle. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans le troisième attendu, c'est la Cour de cassation qui parle, et vous avez en fait stricto sensu, ça se passe systématiquement comme ça, à l'exception près que là, en fait, ça apparaît à l'écran. Vous avez vu que dans le cadre de cet énoncé, il n'y a pas marqué « vu l'article un tel ». On va revenir dessus et on va vous donner en fait à cet égard notre sentiment, mais il n'en demeure pas moins que c'est un arrêt qui est quand même classique, hein, qui est relativement classique, mis à part le fait qu'il n'y avait pas vu l'article un tel. Et on va voir directement ce qui n'altère en rien, en fait, soit dit en passant, et tout au contraire, à notre humble avis, la compréhension de l'arrêt. Alors, on va descendre un petit peu. On va descendre un petit peu, hein, identifier les parties, exposer les faits, les faits et la procédure. Vous avez le demandeur au pourvoi en cassation qui est Monsieur C. Hein. C'est un ancien dirigeant de la société Sermapac, qui a été mis en liquidation judiciaire. Le défendeur, c'est le liquidateur, c'est-à-dire Monsieur Roussel. Bon. Une fois que vous avez répondu à cela, vous exposez les faits. Je vous l'ai dit, je vous le répète, les faits sont annoncés dans le premier attendu. Dans ce cadre, donc dès lors que vous connaissez la méthodologie, elle est assez simple, hein, 3 attendus. Premier attendu, rappel des faits. Les parties, vous les identifiez assez facilement, hein, dans le rappel des faits. Deuxième attendu, les faits. La société Sermapac a connu de graves difficultés durant l'année 2008. Elle a été mise en liquidation judiciaire, c'est-à-dire que c'est la mort, si vous voulez, de l'entreprise, va-t-on dire, en septembre 2002. Et le liquidateur estime que l'exploitation de l'entreprise par M. C s'était prolongée, si vous voulez, de façon abusive. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'était prolongée de façon abusive. Et pour quelle raison? On vous dit, au-delà de la date de cessation de paiement, elle demande donc à ce que M. C soit condamné à payer personnellement les dettes de la société pour avoir omis ou procédé à une inexactitude, si vous voulez, ou procéder à une déclaration tardive de la cessation de paiement et poursuivi enfin une exploitation déficitaire. Et au niveau de la procédure, hein, dans le petit 3, qu'est-ce qu'on vous dit simplement? C'est qu'au premier degré, le tribunal de commerce est saisi par M. Roussel, hein, le liquidateur, qui en signe M. C en paiement de l'insuffisance de l'actif, sans qu'on le connaisse véritablement, vous le savez, en première instance, le sens du jugement. On sait déjà que l'affaire a été soumise à la Cour d'appel, d'accord, et plus précisément à la Cour d'appel de Nîmes, d'accord. Donc, c'est noté dans Casse et annule, l'arrêt rendu le 23 mai 2013 entre les parties par la Cour d'appel de Nîmes. Et on vous dit que l'arrêt rendu par cette juridiction du second degré étant défavorable à M. C, celui-ci a formé un pourvoi en cassation. D'accord. Jusque-là, ça va. Donc, toujours, vous exposez directement la procédure, le rappel des faits et les 3 éléments que je viens de vous énoncer. Et on va vous demander notamment la définition de la cessation de paiement. Ça renvoie au cadre général de secours. Vous devez savoir que la définition de la cessation de paiement est légale. Hein. Il s'agit, vous devez faire en fait la comparaison en fait, entre l'actif disponible et le passif exigible. Donc il s'agit en fait de la situation où l'entreprise, ça apparaît à l'écran, et l'obligation de faire face, si vous voulez, au passif exigible avec son actif disponible. On vous a mis le passif exigible, la définition de l'actif disponible, pour être plus précis, et vous avez la conséquence qui est attachée à cela, c'est que le dirigeant qui constate la cessation de paiement doit en aviser le tribunal compétent sous 45 jours, d'accord, sous 45 jours par le dépôt de bilan qui ouvre la procédure collective en cas de liquidation, redressement de liquidation. Hein. Et ne pas le faire, s'il ne le fait pas, il commettrait une faute de gestion qui est de nature à mettre en cause la responsabilité du dit dirigeant, en cas notamment d'insuffisance d'actifs pour épurer les comptes. Qu'en outre, on peut rajouter que la date de cessation de paiement, qui parfois peut être corrigée par le tribunal, marque le début de la période suspecte, on peut le noter à titre liminaire, qui autorise le tribunal à annuler certains actes passés par le dirigeant. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit 3 du 3, qui est fondamental, hein, qui est à mon sens, à mon humble avis, le plus important également, hein, qui est très important, hein, pour quelle raison la cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Ce qui est en jeu, attention, c'est la responsabilité personnelle du dirigeant également. Hein. C'est-à-dire que savoir s'il est totalement responsable des dettes ou s'il ne l'est pas, s'il a commis ou s'il est moins, ou sinon, s'il a commis à tout le moins en tout cas une faute de gestion. Pour voir justement s'il a commis une faute de gestion, c'est ce que je vous propose de voir la motivation énoncée par la juridiction suprême, c'est-à-dire les plus hauts magistrats français en l'état, et que la Cour de cassation, considérant que la Cour d'appel a commis une erreur de droit, hein, c'est-à-dire qu'elle a mal, selon elle, interprété la loi, que la Cour d'appel a mal appliqué la règle de droit, elle a fait une erreur de droit en condamnant, en motivant une solution qui paraît en fait répréhensible, hein, qui est censurée par les plus hauts magistrats français, hein, condamnant l'ancien dirigeant de la société liquidée, hein, parce qu'il avait en fait poursuivi une exploitation qui était, malgré la cessation de paiement, hein, il aurait été en fait, il y avait en fait une déclaration tardive selon il y avait une déclaration tardive qui avait été opérée dans la matière de cessation de paiement, hein, et de ce fait, en fait, les juges d'appel, je vous le rappelle, ont fixé la date de cessation de paiement au 15 novembre 2008. Monsieur C était toujours dirigeant de la société et qu'en prenant en compte les éléments révélant un passif exigible, mais sans en étudier l'actif disponible. C'est-à-dire que la Cour de cassation considère, si vous voulez, que les magistrats du fond n'ont regardé en fait que le passif exigible et non pas sans étudier l'actif disponible. Or, vous savez très bien que la cessation de paiement, je vous renvoie à la définition de la cessation de paiement où on vous fait état d'actifs exigibles, d'actifs disponibles et de passifs exigibles. Et bien forcément, hein, c'est ce que rappelle implicitement l'arrêt des juges, des plus hauts magistrats français, hein, c'est que la cessation de paiement ne doit pas se confondre, il ne doit pas opérer de confusion entre la cessation de paiement et des dettes importantes ou d'aggravation du déficit d'exploitation, hein, puisqu'en fait, vous le savez, ça vous renvoie également à la notion de cessation de paiement que vous devez manifestement connaître, c'est-à-dire qu'il faut manifestement, hein, vous le savez, opérer la comparaison, la différence, si vous voulez, entre l'actif disponible et le passif exigible. Et dès lors que l'on fait, hein, c'est sur ce fondement en tout cas que la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel. Voilà, hein, c'est-à-dire que c'est comme ça, hein, vous avez compris le principe, hein, c'est-à-dire qu'elle se base stricto sensu sur la définition de la cessation de paiement, hein, et considérant sans doute que les magistrats du fond, hein, c'est-à-dire de la Cour d'appel, n'avaient pas correctement appliqué cette règle de droit. Alors j'ai cherché notamment cette règle de droit, en tout cas ces codifications, je vous ai dit qu'elles étaient codifiées, me semble-t-il, au sein de l'article 653-1 alinéa 1 du Code du commerce et l'article 651-2 du Code de commerce. Et on ne peut que féliciter, à notre avis, l'éducation nationale de ne l'avoir pas noté par rapport aux dispositions, parce que des fois ça peut faire peur et c'est assez intéressant de ne pas le mettre pour pas des fois en fait induire en erreur des étudiants et savoir finalement au fond qu'on vous demandait simplement de connaître la définition relative à la cessation de paiement. Voilà. Cette parenthèse est en fait, je commence à avoir plus de voix, excusez-moi. Je tenais en tout cas à vous remercier de l'attention portée, hein. Donc toujours pour ceux en fait qui seraient peut-être déçus, il faut quand même attendre les résultats, hein. On ne sait jamais en fait ce qu'il en est. C'est juste une proposition de correction. Il y en a plusieurs naturellement, mais en tout cas pour ceux qui sont peut-être démotivés, qui je pense notamment à ceux qui pensent à éventuellement, alors ceux qui ont naturellement réussi, qui vont réussir, en tout cas je vous le souhaite à tous, mais si tel n'était pas le cas, retenez en tout cas que sans doute, je vous le dis sincèrement, hein, que c'est sans doute à partir de l'échec qu'on construit le succès, et de regarder véritablement, de persévérer dans vos efforts, de comprendre véritablement les raisons pour lesquelles vous n'auriez pas réussi l'examen dans ce cadre précis, mais surtout ce qui est important, c'est véritablement la méthodologie. Et retenez également, pour vous rassurer, que c'est à partir de l'échec que l'on construit le succès. Voilà. Sur cette note, je vous remercie de l'attention que vous nous avez portée, vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.